C'est une femme digitale, donc on va dire, hein, avec 3 casquettes dans ce digital. Hein. Son boulot, j'allais dire, principal, c'est chercheuse justement en études digitales, Digital Studies, au laboratoire de sciences sociales et humaines d'Orange Lab. Où elle travaille sur beaucoup de sujets. Elle est un peu comme le club des vigilants, mais là, c'est quand même plus numérique. C'est l'économie collaborative, le numérique qui est transformateur des modes de vie, la place des données personnelles dans l'économie du web. Bon, bref, des data, c'est son truc. Et après avoir été quand même vice-présidente du Conseil national du numérique de 2013 à 2015, Valérie est depuis 2016 commissaire à la CNIL. Hein, combien il y en a en tout? 26 18. Ils sont tous répartis par thématique. Et Valérie, avec un juge, Alexandre Linden, s'occupe du secteur santé. Donc, c'est les data et la santé en ce moment, notamment. Et troisième casquette de Valérie pour le numérique, elle est présidente d'une association qui s'appelle VECAM, dont la baseline est citoyenneté dans une société numérique. Éventuellement, on pourra en parler après. Voilà. Et accessoirement, auteur aussi de livres sur le numérique. Hein. Le dernier que je citais dans notre invitation, Teradata, qu'allons-nous faire des données numériques. Hein. Donc on est toujours sur où vont-elles, quoi, ces données. Donc je vous laisse la parole. Qui a été coécrit avec Serge Abitboul. Hein. Voilà. Ah ouais. Très bien. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que le numérique dans la vie. Hein, comme ça, pour projet. Je m'intéresse aussi à des choses qui sortent du monde du numérique. Je vous rassure. Bon, merci d'abord pour cette invitation à la fois au Cercle Vivienne et au Club des Vigilants. Alors, quand on a réfléchi au titre de mon intervention, je me suis arrêtée sur un choix nouvelles sources, nouveaux intermédiaires, nouveaux usages. Que deviennent nos données de santé? Alors, c'est probablement pas le meilleur en termes de com, hein, il est un peu long, mais pourquoi ce titre? Parce que je voulais d'entrée de jeu pointer le fait que quand on parle de données et de santé à l'heure numérique, eh bien, on est face à une triple transformation, une transformation qui est à la fois du côté technologique, avec effectivement tout le processus de numérisation qui amène des nouvelles sources de données, des transformations plutôt du côté économique, avec de nouveaux acteurs qui viennent sur ce qu'on peut appeler, on doit appeler aussi des marchés hein, de données de santé, et puis des nouveaux usages qui sont à la fois à l'intérieur du monde médical, mais aussi du côté des patients, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc c'est, je dirais, en attrapant ces 3 bouts qu'on peut commencer à défricher, à déchiffrer ce qui est en train de se transformer aujourd'hui dans le monde des données numériques. Alors, nouvelle source, pour commencer, il ne vous aura pas échappé que, tout comme je dirais le reste des activités humaines, individuelles et collectives, nos mobilités, nos sociabilités, nos manières de travailler, etc., la santé n'échappe pas à la mise en données de ce monde social. Il n'a aucune raison d'y échapper d'ailleurs, mais je dirais que peut-être dans le secteur de la santé, c'est un phénomène particulièrement marqué et qui est en phase d'accélération en ce moment, avec une multiplication de sources de production de données liées à la santé. Alors, des exemples que je jette un peu en vrac, mais qui vont vous donner un peu la mesure, l'ampleur du phénomène. C'est d'abord évidemment l'hôpital. L'informatisation de l'hôpital n'est pas nouvelle, hein, ça fait déjà un certain temps qu'elle est en marche, avec plus ou moins de difficultés, mais aujourd'hui on est vraiment dans un temps d'accélération avec l'horizon d'un hôpital zéro papier, qui est vraiment la tendance en ce moment qu'on voit s'installer dans un certain nombre d'hôpitaux. Peut-être si certains d'entre vous ont eu l'occasion, je ne leur souhaite pas bien sûr, mais de voir dans les hôpitaux, depuis le médecin-chef jusqu'à l'aide-soignante, tous sont informatisés. Vous voyez ces aides-soignantes qui circulent dans les couloirs des hôpitaux avec sur leur chariot un ordinateur. Voilà, tout est dématérialisé. Donc du coup, tous les actes des soignants se traduit en données, produit de la donnée. Et de plus en plus, les structures hospitalières tendent à mutualiser ces bases de données. Par exemple, pour prendre l'exemple de la PHP qui rassemble 39 établissements, eh bien, depuis quelques années, ils ont mis en place une base de données mutualisée, Orbis, à laquelle environ 5000 personnes ont accès et qui va croiser les données de tous les établissements, ce qui permet un meilleur accompagnement du patient, c'est-à-dire que si à un moment il est dans un hôpital A et qu'il revient dans un hôpital B quelques temps plus tard, eh bien on a accès à l'intégralité de son dossier sans avoir à tout ressaisir, etc. Et puis ça permet aussi de créer
des nouveaux projets de recherche sur la base de données de santé et d'identifier des patients dans différents établissements qui souffrent de la même pathologie et qu'on va pouvoir enrôler dans une cohorte pour mener à bien des projets de recherche en santé. Ces cohortes, elles sont de plus en plus importantes. Je parle des établissements de santé qui mutualisent. Alors là, j'ai cité à l'échelle d'un territoire, mais il y a également par spécialité. Par exemple, dans le sud-ouest de la France, il y a 3 hôpitaux où il y a un centre de recherche en oncologie qui ont mutualisé également leur base de données pour avoir des... Parce que c'est difficile parfois de recruter des patients qui souffrent de telle ou telle pathologie, de trouver le bon échantillon, le bon panel de patients susceptibles d'être enrôlés dans une recherche. Et puis, on crée des cohortes ex nihilo de plus en plus importantes. Probablement que vous avez entendu parler, pour certains d'entre vous, de la cohorte Constance, qui est vraiment une cohorte qui aspire à rassembler 200 000 personnes en France. Donc, vous voyez, c'est quand même très impressionnant. Ils ont réussi aujourd'hui à recruter, si je puis dire, 160 000 personnes, donc ils ne sont pas très très loin de leur objectif, et personnes qui ont entre 18 et 69 ans et qu'ils vont suivre de façon longitudinale, dans le temps long, de manière à disposer d'une base qui va permettre de nouveaux projets de recherche en épidémiologie inédits jusqu'ici. Là, je cite la cohorte Constance, qui est portée par des acteurs de la recherche publique, mais vous avez aussi des acteurs privés qui mettent en place leur propre cohorte. Par exemple, Alphabet, qui est la maison mère de Google, a recruté aux États-Unis 10 000 personnes en partenariat avec des universités, mais enfin c'est Alphabet qui est à la manœuvre, 10 000 personnes volontaires pour disposer là aussi de leur propre gisement, si je puis dire, de données de santé sur lesquelles ils vont pouvoir explorer de nouveaux projets de recherche. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça, c'est l'hôpital, les cohortes, mais on a les mêmes phénomènes de numérisation en ville, du côté de la médecine de ville, avec les médecins qui sont pour la plupart maintenant équipés, outillés informatiquement, avec certaines résistances parfois chez certains, mais disons que le phénomène est maintenant largement majoritaire. Et puis ce fameux DMP dont certains d'entre vous ont probablement entendu parler, qui est un peu un serpent de mer, mais qui est serpent de mer qui montre la tête maintenant, puisqu'il est relancé. Il va être relancé à la fin de l'année, enfin il est déjà en expérimentation. Donc le DMP, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le dossier médical partagé, qui est ce dossier dans lequel vont être versés, le dossier du patient dans lequel vont être versées à la fois les données qui viennent de la CNAMTS, donc tous les remboursements, etc., mais aussi des données provenant du médecin, des médecins qui suivent le patient, les données de l'hôpital, et puis, chose très importante, des données qui peuvent être produites par le patient lui-même, qui peut aussi alimenter son propre DMP. Donc vous voyez une espèce de petit cloud personnel, de nuage informatique personnel dans lequel le patient va avoir un peu l'intégralité de sa vie médicale et au-delà. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Autre source, je vais aller vite parce qu'on pourrait multiplier les exemples à l'infini, mais il y a bien sûr toutes les officines pharmaceutiques qui produisent de la donnée avec leurs outils de gestion de stock. On a comment ça s'appelle, la carte, le dossier pharmaceutique du patient. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'il est possible d'avoir un dossier pharmaceutique. Non, voilà, vous pouvez aller avec votre carte vitale chez votre pharmacien et demander l'ouverture de votre dossier, ce qui permet d'avoir une mémoire des médicaments que vous avez achetés chez votre pharmacien. Voilà, on peut multiplier les exemples à l'infini, mais un point très important, c'est que ces données de santé, non seulement elles sont produites par les acteurs dont c'est le métier, bien entendu, mais elles sont aussi produites par les patients eux-mêmes. Et ça, c'est un changement radical. Je parlais du DMP où demain, bientôt, le patient pourra verser des informations. De plus en plus, on voit se créer des communautés de patients. Vous avez peut-être entendu parler d'une communauté aux États-Unis qui s'appelle Patients Like Me, ou en France, enfin c'est une start-up française, mais je crois qu'elle est active à l'international, qui s'appelle Carinity. Ce sont des plateformes sur lesquelles des patients, en général qui souffrent de pathologies chroniques, vont se retrouver
pour échanger des informations entre eux sur les effets secondaires de tels médicaments, sur des essais thérapeutiques, etc. Et base de données qu'ils alimentent avec énormément d'informations très personnelles. Ça va de leur courbe de température, de poids, etc., jusqu'à des choses encore plus intimes. Ces bases de données créent non seulement des nouvelles bases de données, mais surtout des espaces de mutualisation horizontaux entre les patients avec des logiques d'entraide qui sont très, très intéressantes. Et puis on voit aussi de plus en plus de recherches participatives se mettre en place dans lesquelles les patients vont travailler, être des acteurs de la recherche avec les chercheurs. Par exemple, en France, vous avez une base de données qui s'appelle Orphanet, dédiée aux maladies orphelines, dans lequel les patients et leurs familles vont contribuer à fournir de l'information pour aider les chercheurs dans leurs travaux. Donc voilà, on est vraiment devant une espèce de foisonnement, de bouillonnement dans cette création de données de santé. Alors qu'attend-on de ces données ? Comme toujours, quand on parle d'innovation numérique, vous verrez, ou vous avez certainement déjà vu dans les médias, aussi bien la presse généraliste que la presse spécialisée, on est toujours dans une espèce d'inflation sémantique où les promesses sont multiples. Donc il faut évidemment mettre un peu à distance ces promesses. Pour autant, effectivement, on a beaucoup de choses à attendre de ces données. Quelles sont ces attentes ? Alors, ces attentes sont bien sûr d'abord, en premier lieu, du côté médical, avec l'idée qu'on va pouvoir, plusieurs attentes du côté médical. D'abord, utiliser ces bases de données pour la pharmacovigilance, c'est-à-dire éviter qu'on se retrouve face à des scandales de type Distilbène, Mediator et autres, et qu'on puisse mieux anticiper grâce au croisement d'informations sur des effets secondaires de médicaments inattendus. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. On a vu encore récemment avec l'histoire du lévothyrox, etc. On est en permanence confronté à cette difficulté. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film La fille de Brest, ça vous dit quelque chose, qui mettait en scène toute l'histoire du Mediator. Et on voit bien dans ce film, je vous le recommande vivement, il est vraiment excellent, on voit bien dans ce film comment cette chercheuse médecin isolée à Brest avait une problématique d'accès aux données. C'est-à-dire elle a eu l'intuition qu'il y avait une problématique avec ce médicament, mais sa difficulté à elle, c'était de monter le projet de recherche pour pouvoir étayer ses propos et les défendre en haut lieu devant les autorités compétentes. Donc justement, l'idée, c'est que ces bases de données étant maintenant plus accessibles, eh bien, on puisse accélérer la pharmacovigilance. Évidemment, beaucoup d'attentes du côté épidémiologie. L'idée étant de pouvoir croiser les données de santé avec d'autres sources de données externes, croisement qui jusqu'ici était difficile, voire impossible. Exemple, je prends un exemple inventé, bien sûr, mais on observe que dans telle région, les agriculteurs souffrent plus que la moyenne française d'une maladie neurodégénérative. On va pouvoir aller rechercher des informations sur la vente de pesticides dans la région et essayer de croiser ces données pour voir s'il y a corrélation ou pas. Voilà, j'invente cet exemple, mais c'est le genre de recherche qu'on va pouvoir mener, qu'on menait déjà, mais à toute petite échelle, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que très peu de chercheurs avaient accès aux données nécessaires pour mener à bien ce genre de recherche. L'idée aussi de pouvoir faire face aux crises sanitaires. On a, par exemple, dans mon département, dans mon laboratoire à Orange, j'ai des data scientists qui travaillent sur les données d'Ebola et sur les données de téléphonie pour voir si on peut utiliser les données des téléphones mobiles en Afrique pour mieux suivre la manière dont une épidémie, une pandémie se diffuse et mieux imaginer des logiques d'endiguement et des politiques publiques pour permettre cet endiguement des maladies. Voilà, ça sont des champs de recherche totalement émergents. Un travail aussi, une attente sur le diagnostic, toujours du côté médical. L'idée étant que
on puisse, en croisant des informations provenant d'un nombre suffisant de patients, accélérer la capacité à diagnostiquer une pathologie. Là, notamment, il y a des essais du côté de l'intelligence artificielle et on voit que ce soit en oncologie ou que ce soit sur le diabète, etc., on commence déjà à avoir de premiers résultats. L'idée étant que cela décharge en partie le médecin du diagnostic, qu'il puisse s'appuyer sur des dispositifs numériques pour pouvoir se consacrer véritablement à la partie interaction patient-malade et choix du traitement, accompagnement du malade, mais qu'il gagne du temps sur le diagnostic. Cela m'amène aussi à un autre attendu du côté de la médecine plus personnalisée. L'idée, c'est de pouvoir croiser des données sur une tumeur, par exemple, de façon des données très spécifiques à la tumeur dont souffre un patient, avec des tas de données sur son environnement, son parcours de vie, sa trajectoire, depuis sa petite enfance, de manière à ensuite personnaliser le soin au plus près de la spécificité du patient. Et puis un point dont vous entendrez parler très souvent, c'est des attendus du côté de la médecine prédictive. Alors ça, c'est un sujet qui est probablement un des plus controversés et qui soulève le plus de problématiques éthiques. Et on pourra y revenir si vous le voulez. Et c'est notamment une promesse qui est portée par les grands acteurs de l'intelligence artificielle qui nous disent que, eh bien, notamment en s'appuyant sur des tests génétiques, on va pouvoir anticiper sur les pathologies dont potentiellement les individus seraient amenés à souffrir au cours de leur vie, ce qui pose beaucoup de questions. Pour résumer la problématique de façon très ramassée, prédire n'est pas guérir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut prédire avec une certitude qui n'est pas toujours parfaitement, enfin qui peut être sujette à caution. Hein. C'est pas parce qu'il y a une chance sur 4 ou même sur 6 d'avoir une pathologie qu'on va la développer. Et donc annoncer à un patient qu'il risque à un moment de sa vie de souffrir de telle ou telle pathologie, si on n'a pas les moyens de faire face à cette pathologie, quel est l'intérêt? Donc voilà, médecine prédictive qui est au cœur de nombreux débats. Mais les promesses ne sont pas que médicales. Vous verrez également qu'il y a des attendus du côté économique, c'est-à-dire toute l'analyse de ces bases de données doivent permettre du côté de la santé publique d'une meilleure gestion, une meilleure affectation, une meilleure gestion de l'hôpital, etc. Avec, bon, vous connaissez un peu la problématique de l'hôpital en ce moment, elle fait quand même la une de la presse de façon régulière, donc derrière une pression gestionnaire qui peut être là aussi discutée et discutable. Et puis surtout, toujours du côté économique, des attentes en termes de nouveaux secteurs d'activité. Et là, c'est vrai aussi bien du côté des petits acteurs que des gros acteurs. Je mentionnais du côté des gros acteurs tout à l'heure Google, enfin Alphabet, sa maison mère, qui notamment s'est lancé intensément dans l'intelligence artificielle avec sa machine, si je puis dire, DeepMind. On peut mentionner bien sûr IBM avec Watson, mais ce sont aussi une myriade de start-up qui se positionnent dans le champ médical. Si vous regardez les statistiques sur les start-up, la santé domine largement. Je crois qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, on a 5000 start-up qui sont positionnées dans le champ médical. Et encore, mon chiffre date déjà d'il y a 2 ans. Donc, depuis, il a dû s'envoler. Alors, des start-up qui s'adressent aussi bien au public de professionnels, par exemple e-pansement. E-pansement, ça s'adresse à un public d'infirmiers, d'infirmières pour les aider dans le diagnostic d'une plaie et du pansement à appliquer, hein, comme son nom l'indique, enfin du soin et du pansement à appliquer. Mais bien sûr, beaucoup de start-up qui s'adressent plutôt au grand public. Et qui vont, je ne sais pas, par exemple, la start-up Mon Coach Douleur, eh bien, elle se destine aux patients souffrant d'un cancer et qui va les accompagner dans la gestion de la douleur, comme son nom l'indique, en les aidant à mesurer le ressenti de la douleur, à mesurer les réponses apportées à ce ressenti, etc. etc. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples de start-up, mais vous avez certainement entendu parler. Autre attendu,
il est du côté de la démocratie sanitaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, seuls les acteurs publics ont une vision à peu près claire de ce qui se passe sur les différents territoires et en matière d'accès aux soins. Il est difficile d'identifier, quand vous êtes simple citoyen, de savoir si vous êtes mieux soigné. Alors vous avez régulièrement la presse qui vous sort le palmarès des hôpitaux, hein, ça fait partie des marronniers des magazines, de la presse magazine. Mais enfin, au-delà de ce classement, il est quand même difficile de savoir si on est mieux soigné dans telle région que dans telle autre. Et donc il y a une revendication des associations de patients pour dire nous on veut avoir accès aux données parce qu'on a besoin de faire aussi ce monitoring, enfin de scruter la qualité des soins de manière à pouvoir pointer du doigt les moments où il y a inégalité. Je vous renvoie par exemple aux travaux qu'a fait une association qui s'appelle Renalou. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de leur activité. Donc Renalou, comme son nom l'indique, qui est une association de patients malades du rein, qui a fini par réussir à rassembler un petit peu d'argent pour commanditer une étude, puisque l'association n'avait pas accès aux données publiques, commanditer une étude à des chercheurs pour regarder comment était distribué l'accès à la greffe de rein et l'accès à la dialyse. Et sachant que alors tout le monde ne le sait peut-être pas, la greffe du rein est quand même bien moins pesante pour le patient que la dialyse qui oblige à aller régulièrement se faire dialyser, enfin qui est une espèce d'enchaînement, oui, d'enchaînement au sens de contrainte quotidienne pour le malade. Et grâce à cette étude, Renalou s'est rendu compte que un certain nombre d'établissements se débrouillaient pour ne pas pousser vers la greffe du rein parce que la dialyse, c'est un peu l'équivalent de l'imprimante. C'est-à-dire qu'on vous vend l'imprimante pas cher, mais après vous achetez les cartouches. Donc vous voyez, mon parallèle est un peu osé, mais voilà, la dialyse est beaucoup plus rentable pour un établissement qu'une greffe du rein où une fois pour toutes, vous voyez le patient et puis il disparaît. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pu identifier. Ils ont également, au cours de cette étude, pu identifier un certain nombre d'inégalités sociologiques dans l'accès à cette greffe du rein, parce qu'évidemment, les personnes qui ont un meilleur capital cognitif, social, etc., sont plus à même d'obtenir la greffe du rein que des gens qui sont en difficulté financière, économique ou sociologique. Et puis peut-être dernière attente par rapport à toutes ces données, c'est ce qu'on peut appeler le patient contributif. Alors certains parlent de médecine 2.0, c'est-à-dire une transformation dans la relation entre le soignant et le patient. Pourquoi cette transformation ? Eh bien parce que on voit qu'avec toutes les données qui sont mises en ligne, le patient peut gagner en connaissances, peut s'équiper, peut s'outiller et peut donc construire un dialogue différent avec son médecin. Alors parfois pour le meilleur, parfois pas pour le meilleur. Ça peut être très anxiogène, hein. Vous avez certainement autour de vous des gens qui passent leur temps à fureter sur Internet dès qu'ils ont un bobo et puis voilà, ils sont dans une logique un peu hypocondriaque et dramatisante. Mais globalement, si je puis dire, c'est quand même intéressant de voir cette transformation dans l'asymétrie de pouvoir qui existe entre la blouse blanche et le patient. Donc il y a une transformation, une diminution peut-être de cette asymétrie de pouvoir qui est assez intéressante. J'en ai eu confirmation tout récemment avec les travaux d'une collègue sociologue, enfin pas Orange, elle travaille à Télécom Paris Tech, qui a fait elle va publier un livre très prochainement qui s'appelle Dominique Pasquier. Elle a fait une enquête sur les pratiques numériques des Français ordinaires, enfin des gens de milieux très très modestes. Et elle s'est aperçue que il y avait deux domaines où l'accès à l'information transformait un peu la vie de ces personnes très modestes, hein, donc qui en général n'ont pas été à l'école très longtemps, voilà, pas d'études supérieures, des métiers très élémentaires, etc. Et les deux domaines, c'est le rapport à l'école pour leurs enfants, c'est-à-dire le rapport comment on accompagne son enfant quand il rentre et qu'il se tourne vers le parent en disant « j'ai pas compris mon devoir », etc. Et c'est le domaine médical, où voilà, on va devant le médecin, on comprend pas grand-chose à ce
ce qu'il raconte, mais on note, on rentre, et là, on va chercher sur Internet et on revient au rendez-vous suivant, équipé d'une connaissance supplémentaire. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, un premier attendu du côté de ce patient, alors on parle de patient empowered en anglais, hein, de ce patient qui gagne en capacité d'agir. Ce sont les communautés de patients que j'évoquais tout à l'heure, où les patients peuvent construire un savoir horizontal entre eux, et pas seulement dans le dialogue aux médecins. Et puis, c'est aussi un patient qui peut éventuellement participer au crowdfunding. Vous avez des plateformes comme My Pharmacy Company où les patients orientent la recherche en disant bah voilà, nous on a envie que la recherche se porte plutôt sur tel ou tel domaine de recherche. Donc vous voyez un patient qui devient un peu un citoyen acteur de la recherche médicale. Voilà pour les attendus. Évidemment, tout ça pose question. Tout ça pose question. Au-delà des débats un peu éthiques que j'ai pu effleurer très très rapidement pour l'instant, ça pose question en termes d'usage des données, d'accès des données, de sécurité de ces données. Les données de santé sont par nature des données extrêmement sensibles. Hein. Ce sont des données qui touchent à notre intimité, qui racontent des choses de nous qu'on ne confie que dans le colloque singulier avec son médecin la plupart du temps. Et donc, historiquement, depuis que la loi informatique et liberté existe, c'est-à-dire depuis maintenant 40 ans, ces données ont toujours fait l'objet d'une protection particulière. Pourquoi cette protection particulière? Parce que, bien évidemment, ces données, si elles tombent entre les mains d'une banque, d'un assureur, d'un employeur, par exemple, elles peuvent être le levier de formes de discrimination individuelle ou collective qui sont évidemment éminemment préjudiciables. Imaginez que vous allez à un entretien de recrutement et que votre potentiel futur employeur puisse accéder à votre dossier de santé et savoir que vous souffrez de telle ou telle pathologie. Vous imaginez les conséquences sur l'individu. Donc, protection renforcée depuis 40 ans. Le règlement européen qui va rentrer le RGPD qui va rentrer en vigueur le 25 mai prochain garde cette protection particulière, ce régime particulier pour les données de santé. Je dirais même qu'il l'étend un tout petit peu puisqu'il y ajoute de façon... Alors c'était déjà le cas en droit français, mais il y rajoute pour le reste des pays européens les données de génétique. Hein, donc tout ce qui est données génétiques maintenant fait partie clairement à l'échelle européenne de ces données qui bénéficient d'une protection renforcée. Et donc vous allez me dire, finalement, qu'est-ce qui change, hein? Qu'est-ce qui change puisqu'on a un régime juridique plus ou moins constant? Ce qui change, c'est que les données de santé, globalement, elles étaient quand même, je dirais, enfermées à double tour avec la clé au fond du puits. Et qu'aujourd'hui, non seulement elles sont beaucoup plus nombreuses, je viens de vous l'expliquer, mais surtout, elles se mettent à circuler, à être croisées. Et donc, qui dit circulation-croisement, dit augmentation des risques. C'est vraiment ça le cœur de la problématique, parce qu'on parle beaucoup d'anonymisation des données, mais plus les données circulent, plus les risques de désanonymisation sont importants. Et en fait, toutes ces attentes que je viens de vous énumérer, là, du côté aussi bien des attentes médicales qu'économiques, etc., ont fait l'objet, elles ont débouché sur des revendications qu'on a vues se cristalliser en France, hein, pour le moins, au moment du débat sur la loi de modernisation de notre système de santé qui a été adoptée en janvier 2016, où toute une série d'acteurs, notamment tout ce qu'on peut appeler la e-santé, a revendiqué le fait d'avoir accès aux données pour pouvoir inventer des nouveaux services. En disant, nous, on a plein d'idées de services, on a plein d'idées d'innovation, mais on ne peut pas le faire sans avoir accès aux données. Et donc, cela a débouché sur plusieurs transformations, enfin surtout une grande transformation du côté de l'acteur public. Cette transformation, c'est un accès élargi
à la base de données qui s'appelle le SNIRAM. Alors, je ne sais pas qui est familier du SNIRAM dans la salle. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si ce n'est pas clair ce que je dis. Voilà. Donc, le SNIRAM, c'est une base de données qui n'est pas nouvelle, hein, qui a été créée en 1999 et qui rassemble des informations sur 63 millions de bénéficiaires. Vous voyez, c'est une base de données gigantesque, où je dirais presque pas toute la population française, mais une large part de la population française est enrôlée, dans lesquelles la CNAM-TS verse les informations sur les soins en ville, les soins à l'hôpital, des informations qui remontent des établissements sanitaires et sociaux publics et privés, bref, une énorme base de données qui jusqu'ici était d'accès extrêmement limité. C'est-à-dire qu'il y avait une poignée de chercheurs du secteur public uniquement qui pouvaient se servir de ces données pour faire de la recherche. Et avec la loi de modernisation de notre système de santé, eh bien, la demande qui émanait de tous ces acteurs a été entendue et le gouvernement a choisi, à l'époque, je dirais une voie de compromis, c'est-à-dire une demi-ouverture. Alors, je m'explique. D'abord, la base a été encore augmentée, c'est-à-dire aujourd'hui, elle ne s'appelle plus le SNIRAM, elle s'appelle le SNDS, le Système national de données de santé. On a rajouté au SNIRAM d'autres petite, entre guillemets, base de données, petite par comparaison avec le SNIRAM, mais voilà, on a rajouté d'autres bases de données. Et le système qui a été mis en place, c'est un système à plusieurs étages, avec une première couche de ce qu'on appelle de l'open data, donc de la donnée véritablement ouverte, accessible à tous. Vous pouvez aller sur le site data.gouv.fr, hein, qui est le portail français de l'open data, sur laquelle vous trouverez Open Medic, Open Bio, enfin il y a 4 grosses bases aujourd'hui qui sont en open data. Donc ce sont là des données de santé, mais qui sont non seulement anonymisées, mais surtout agrégées à grosse maille, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun risque de désanonymisation. Hein, c'est vraiment le zoom arrière qui fait la robustesse de l'anonymisation. Donc ça, c'est la couche accessible à tous gratuitement, la couche open data. Ensuite, vous avez un accès pour le coup, à des données pseudonymisées qui est ouvert aussi bien à des acteurs publics que privés. Donc ça, c'est la grande modification, hein, c'est le grand changement. C'est-à-dire des chercheurs du secteur privé peuvent aussi accéder au SNDS, mais avec une procédure que certains critiquent et trouvent encore trop lourde. Enfin, quand je parlais de compromis, c'est le choix qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire que les acteurs doivent demander d'autorisation à l'Institut national des données de santé, qui lui-même va consulter certains comités, puis ça va passer par la CNIL. Enfin voilà, c'est un processus quand même qui reste assez lourd, mais qui permet de vérifier que ces demandes d'accès ne mettent pas en danger les données de santé et surtout ne poursuivent pas des finalités qui seraient contradictoires avec l'esprit de la loi. Donc c'est une semi-ouverture. Et puis, par ailleurs, restent des accès permanents sans demande d'autorisation à des acteurs du secteur public clairement identifiés, une liste très limitative. Voilà. Donc vous voyez, un système à plusieurs niveaux qui est le compromis qui a été élaboré. Alors, ça, c'est je dirais, le grand changement, cet accès au SNDS. Et il faut savoir que cette base de données SNDS, elle est assez unique, en tout cas à l'échelle de l'Europe, voire à l'échelle mondiale, je crois. Enfin, les acteurs français disent que c'est la plus grande base de données de santé au monde. Alors, je n'ai pas moyen de vérifier, mais jusqu'ici, cette affirmation, je ne l'ai jamais vue contredite. Donc, d'où aussi l'appétence, hein, d'où aussi les demandes à répétition pour pouvoir accéder à cette base de données. Mais ce qu'il faut comprendre, et vous l'aurez compris dans le début de mon exposé, c'est que ce n'est pas la seule source de données. Et aujourd'hui, je vous parlais des nouveaux acteurs. On a aussi des données qui vont provenir des cohortes mises en place par des acteurs privés, hein, je vous parlais d'Alphabet et de sa cohorte, qui vont provenir de toutes ces plateformes, de tous ces services de e-santé qui se mettent en place, qui vont produire leurs propres données en dehors du SNDS. On a toutes les données de ce qu'on appelle la M-Santé, toutes les données de l'IoT, donc l'Internet des objets, avec
de plus en plus un continuum entre ce qu'on appelle les données de bien-être, de wellness, vous savez, tous, la balance connectée. Voilà, dans le monde de l'Internet des objets, vous avez d'un côté, vous m'arrêtez encore une fois, hein, si ce que je dis est obscur, dans le monde de l'Internet des objets, vous avez des objets connectés qui sont vraiment spécifiques au monde médical, qui font l'objet de protocoles très, très serrés, par exemple sur la mesure je retrouve plus, enfin, des tensiomètres, la mesure de glycémie, etc. Et puis vous avez des objets qui sont plus que vous pouvez trouver dans votre supermarché, comme une balance connectée. Alors au début, on voyait ça comme deux mondes complètement l'un était le monde sérieux, entre guillemets, et l'autre, le monde un peu gadget, voilà. Et en fait, on s'aperçoit, et surtout les fabricants des balances connectées et autres objets connectés, surtout ne prétendaient pas à participer du monde médical, parce que, en fait, les données qu'ils produisent ne sont pas forcément d'une qualité extrême, ne font pas partie, ne sont pas, comment dire, indexées de façon très sérieuse. Enfin, c'est-à-dire que deux balances connectées vont pouvoir produire des informations légèrement différentes. Encore, la balance, c'est relativement simple, mais sur d'autres objets connectés. Donc les deux mondes ne parlaient pas. Et puis en fait, on s'est aperçu que de plus en plus, le monde des objets connectés du bien-être fournit des informations qui en réalité participent aussi de la donnée de santé, puisque à travers une courbe de température, aujourd'hui vous avez des thermomètres connectés, à travers une courbe de température, vous avez déjà des premières indications sur l'état de santé d'une personne. Donc en fait, on traite de plus en plus comme un continuum toutes ces données qui sortent des objets connectés, que ce soit la M-Santé ou l'Internet des objets au sens large. Bref, petite parenthèse sur l'Internet des objets, mais tous ces acteurs produisent leurs propres données. Et donc la question, c'est qui peut y accéder et qui peut en faire quoi ? Si vous allez sur une plateforme comme Carinity ou Patients Like Me, dont je vous parlais tout à l'heure, vous verrez que le modèle économique de ces plateformes, c'est la réalisation d'études. C'est-à-dire que vous acceptez, pour pouvoir participer à ces forums de patients, que vos données soient mises à disposition de la plateforme pour réaliser des études pour des clients publics ou privés d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément ça peut être des laboratoires pharmaceutiques comme ça peut être une autorité de santé. Donc, et c'est le cœur de leur modèle économique. Donc on voit ces nouveaux acteurs se mettre en place. Autre exemple, c'est ce qu'on appelle les courtiers de données en français, les data brokers en anglais. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des data brokers dans le monde de la publicité en ligne. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les data brokers, ou pas du tout ? Non ? Alors je fais une petite incise, une petite parenthèse. Dans le monde du web, vous savez que le web vit essentiellement de publicité, hein, c'est pas un grand scoop de vous dire ça. Cette publicité, elle s'organise par la mise en place de cookies, donc ces petits bouts de code qui s'installent sur votre navigateur et qui permettent de recueillir des informations sur vos centres d'intérêt. Et ces cookies sont soit installés par le site lui-même, par exemple vous allez sur Le Monde, donc Le Monde met un cookie pour regarder si vous avez été voir les pages sport ou politiques ou internationales, mais ils sont aussi également installés par des data brokers, donc des courtiers de données dont c'est le métier et qui vont rassembler des informations provenant de vos différents sites web, aussi bien la presse qu'un site de e-commerce, qu'un site de voyage ou que sais-je encore, pour construire un profil beaucoup plus étayé de vos centres d'intérêt, un profil multi-site, et ce profil va être monétisé sur des places, sur des places d'enchères pour de la publicité en ligne. Bon. Donc ça, ce sont des intermédiaires dont le métier, c'est de rassembler de l'information et de la monétiser. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des acteurs comme par exemple en France Open Health, dont le métier, toutes choses égales par ailleurs, hein, là j'ai fait un détour par le monde du web, mais pour que vous compreniez comment ça fonctionne, eux-mêmes ne produisent pas de la donnée, hein, contrairement aux exemples que je donnais précédemment, mais ils passent des accords avec des officines pharmaceutiques en leur disant, bah voilà, vous avez des logiciels
qui produisent de la donnée pour votre gestion de stock, vos rachats de médicaments, etc. Donnez-nous accès à vos données et nous, on va se servir de ces informations qu'on va pseudonymiser de façon la plus sécurisée possible. Et grâce à ces informations, on va pouvoir produire des études qu'on va vendre à des tiers. Au passage, j'ai essayé d'être le moins normatif possible dans mon propos, d'être le plus descriptif, mais vous voyez bien que ça soulève plein de questions. Première question, l'émergence de ces nouveaux acteurs, est-ce qu'on va vers une privatisation progressive du monde de la santé ? Ça, c'est une question. Alors, certains peuvent considérer que c'est une opportunité, d'autres peuvent la craindre. Moi, je vous livre la question, c'est quel va être l'équilibre ? Comment va se construire la gouvernance de notre santé de demain au fur et à mesure qu'un certain nombre de grands acteurs, ou petits d'ailleurs, enfin de nouveaux acteurs en tout cas, s'inscrivent dans cette chaîne de production de la santé, voilà, et du soin, qui va avoir du pouvoir dans ce nouveau monde de la santé. Donc, quand ce sont des petites start-up, on se dit, finalement, c'est formidable, ils apportent de l'innovation, des nouveaux services, ils changent le rapport du patient au médecin, etc. C'est tout bénéfice. Bon, après, oui, mais à quelles conditions ? C'est-à-dire, que font-ils de ces données ? Est-ce qu'ils les sécurisent correctement ? La question qui se pose, c'est dans quelle mesure vont-ils orienter, notamment la recherche en santé ? Jusqu'à quel point ce sont eux qui vont construire nos orientations de recherche en santé ? On sait déjà que la recherche souffre de biais, c'est-à-dire qu'on en est au je ne sais pas combien, 50e projet de recherche pour la énième molécule sur le cholestérol, et que pendant ce temps-là, il y a des pathologies rares ou des pathologies orphelines qui attendent désespérément que la recherche veuille bien s'occuper d'elles, et que les investissements ne sont pas au rendez-vous parce que les marchés ne sont pas là. Ça, c'est pas nouveau, c'est une problématique historique. Mais est-ce que cette problématique ne va pas devenir encore plus lourde, encore plus grave, si ce sont des acteurs privés qui orientent la recherche en fonction de finalités qui leur sont propres ? Bon. Est-ce que les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord, par exemple, ne vont pas encore s'accroître dans la manière dans l'orientation de la recherche ? Je vous parlais de la problématique de sécurité. Je vous invite à aller voir, alors c'est pour vous faire un petit moment, je ne vais pas vous faire un petit moment frisson, mais allez voir le site qui s'appelle Cyberveillance Santé, qui est un site tout à fait institutionnel, porté entre autres par la ZIP Santé et d'autres acteurs, qui fait une veille sur les fuites de données de santé. Amusez-vous à regarder, c'est sur leur home, sur leur première page, regardez les fuites de données de santé au mois de février-mars. Voilà, juste la dernière qui s'est déroulée au mois de mars, aux États-Unis, les données de 33 000 patients ont fuité. Donc, il faut comprendre que la sécurisation des données de santé, des données en général, pas spécifiquement des données de santé, c'est quand même une problématique hyper complexe. C'est-à-dire que même lorsque les acteurs sont conscients, sont lucides, veulent bien faire, etc., c'est très compliqué. Et donc, vous verrez que pas tous les jours, mais plusieurs fois par mois, il y a des fuites de données de santé. Donc là, on est vraiment sur une problématique. Et plus on va avoir de sources, plus cette problématique va se complexifier. Et puis, évidemment, cela pose aussi des questions sur la place du consentement, et puis je m'arrête là. Aujourd'hui, notre loi prévoit que, par défaut, enfin aujourd'hui et demain avec le RGPD, c'est la même chose, par défaut, la donnée de santé ne peut pas être utilisée, sauf... Et dans les saufs, le sauf principal, c'est si le patient donne son consentement. Et évidemment, toutes les enquêtes montrent que la plupart du temps, les gens sont tout à fait prêts à offrir, si je puis dire, l'accès à leurs données de santé, parce que c'est pour la bonne cause. Enfin, je veux dire, c'est évident. Autant on peut être plus réticent pour que nos données soient utilisées pour de la publicité, autant pour des projets de recherche, qui n'a pas envie de participer à de la recherche en santé, Mais du coup, ce consentement, vous comprenez, il prend une place cruciale. Et à qui va-t-il être accordé ? C'est ça la vraie question. À qui va-t-il être accordé ? Et pourquoi faire ? Donc, la transparence sur les projets de recherche qui vont être menés avec nos données est absolument essentielle. Ce n'est pas la même chose que nos données soient utilisées
pour de la recherche ou pour une étude marketing pour un laboratoire pharmaceutique, savoir s'il doit aller commercialiser son médicament plutôt dans telle région que dans telle autre. Oui, c'est quand même pas la même finalité. Donc voilà, ce genre de questions qui se posent, mais il y en a plein d'autres. J'ai évoqué les données, les tests génétiques, on peut en discuter autant que vous voulez. Aujourd'hui, il y a un courant qui parle de... Enfin, il y a des enjeux économiques très forts derrière tout ça. Bon, bien évidemment, des acteurs, on peut être pessimiste sur comment va se jouer le jeu quand on regarde l'aventure des DMP et le fait que certains pays l'ont réussi alors que la France a des difficultés. Mais au fond, on parle aujourd'hui de la possibilité, dès qu'il y a des données, de les marchandiser, que ce soit un patrimoine personnel et qu'au fond, si ça rentre dans un jeu commercial, quelque part, et il y a des acteurs commerciaux, puisqu'il y a les pharmaciens, il y a les pharmacies, il y a les nouveaux médicaments, etc. Quelle est votre position par rapport à l'idée que les données de santé personnelle sont patrimoniales et que quelque part, on peut imaginer un mouvement de commercialisation des données personnelles ou de percevoir quelque chose sur le fait de lâcher ces données personnelles? Merci beaucoup. Cornelia Federkey, Association des assureurs mutualistes. Moi, je vous ai entendu sur le RGPD. J'aimerais savoir votre sentiment. Est-ce que le RGPD, c'est déjà en retard sur la réalité? Et comment faire de toute façon juridiquement pour rattraper quoi qu'il arrive les retards sur la vraie vie, en fait, hein, sur l'évolution. J'aurais presque une corrélation sur ma deuxième petite question qui était finalement, est-ce qu'à la fin de l'histoire, l'idée, ça ne serait pas de toute façon de permettre que le produit que nous sommes, c'est-à-dire en livrant des données, soit finalement payé, même d'une manière minimum, le paiement de chaque donnée, et que donc du coup, en recevant finalement une monétisation, on soit dans la conscience de ce que l'on veut transmettre ou pas. Du coup, on n'est plus dans un consentement vague, mais dans un consentement qui, pour le coup, serait monétisé, bien sûr, mais qui serait quand même plus clair. Les dossiers médicaux personnalisés, ça fait à peu près 25 ans, je pense, que j'en entends parler comme une promesse dans ce pays. Ça paraît une évidence, et pour le patient et pour la sécurité sociale. Est-ce que vous avez des lumières sur la raison pour laquelle ça traîne autant? Alors, je vais tout de suite rebondir sur la question du DMP, puis je reviendrai sur les autres questions, puisque vous l'avez évoqué également. Alors d'abord, il n'y a pas tant de pays que ça qui l'ont réussi jusqu'ici. Hein, à ma connaissance, l'Estonie, l'Angleterre a abandonné. Enfin voilà, donc, parce qu'il faut avoir... Comment? L'Estonie. Oui, l'Estonie. Qui quand même, la problématique à l'échelle de l'Estonie n'est pas la même que celle de l'échelle de la France. Hein. Il faut avoir quand même conscience qu'enrôler des millions et des millions de patients à l'échelle de la population française, c'est quand même d'une lourdeur informatique, d'une complexité informatique énorme. Les raisons de l'échec des précédents DMP, parce qu'en fait, il y a plusieurs générations de DMP. Je parlais de serpent de mer, c'est depuis 2004, je crois que ça a commencé cette aventure. Alors, il a changé de nom, il s'appelait dossier médical personnalisé. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, normalement, la CNAM nous l'a promis, mais j'ai bon espoir parce que là, il est vraiment en expérimentation. Et puis, j'ai pu voir des maquettes. Il va sortir à l'automne. Voilà. Donc vraiment. Alors, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Au-delà des difficultés informatiques, comme souvent quand on parle enfin, c'est quelque chose que nous, en tant que sociologues des technologies, on observe, c'est-à-dire que souvent on part avec des conceptions d'ingénieurs et puis on oublie les utilisateurs à l'arrivée, on oublie les usagers, on ne les embarque pas dans la conception. Et je pense que c'est une des difficultés auxquelles les précédents DMP se sont heurtés, notamment la difficulté pour les médecins. C'est-à-dire dans le premier DMP, d'abord, les logiciels des médecins n'étaient pas interopérables, ou tous, en tout cas tous n'étaient pas interopérables avec le DMP, donc il fallait qu'ils saisissent 2 fois les informations. Vous imaginez le médecin qui est là, qui a 15 minutes maximum consacrées à son patient. Voilà, c'était juste pas possible. Il se transformait en bureaucrate pour pouvoir saisir ces informations. Le fait que beaucoup de médecins à l'époque n'étaient pas informatisés tout court, hein, il faut bien en avoir conscience. Des données qui ne pouvaient pas être structurées. Enfin bon, il y a toute une série de raisons. Là, le dossier a été repris par la CNAMTS en essayant de tirer les leçons des précédents échecs, bien sûr.
Et donc, aujourd'hui, il est en expérimentation sur 9 territoires en France et normalement devrait être lancé à l'automne à l'échelle de l'ensemble des Français. Ce qui va changer par rapport au précédent DMP, je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est le fait que le patient pourra rajouter des informations. Alors, dans un premier temps, si j'ai bien compris, ce sont des informations en mode texte, c'est-à-dire, voilà, j'ai remarqué tel effet secondaire de tel médicament, par exemple. Mais à terme, il doit pouvoir reverser les informations qui viennent, par exemple, de ces objets connectés ou de ces applications mobiles qui racontent des choses sur lui. Donc, on est vraiment dans un dossier mutualisé. C'est ça la grande transformation. Et à très long terme, en tout cas, c'est l'attendu, l'idée est également que le patient puisse retirer les données qui sont dans son DMP pour pouvoir soit les conserver par devers lui, sur son ordinateur, un disque dur ou que sais-je encore, ou un cloud, soit pour donner accès à des services, mais alors là, pour le coup, sur une base parfaitement éclairée et consentante, pour donner accès à ces données à d'autres services qui lui apporteront un intérêt qu'il ne trouve pas dans le système de soins classique. Donc vous voyez, les promesses, alors là, tout ne sera pas fait dans le DMP qui va être lancé à l'automne, mais les promesses sont nombreuses. Les attendus sont nombreux. Sur la question du RGPD, puis je finirai sur la question du RGPD, est-ce qu'on est en retard? Alors sur la question, bien sûr, le rythme du droit n'est pas le rythme de la technologie. Donc on a un peu ces sentiments d'une course à l'échalote où le droit court désespérément derrière l'innovation. Bon. C'est plus complexe que ça, parce qu'on voit bien que le droit, il fait des avancées par... D'abord, il n'y a pas que l'instrument législatif, hein, vous avez aussi des instruments jurisprudentiels, ce qu'on appelle la soft law, hein, le droit souple, etc., qui, eux, peuvent aller beaucoup plus vite que le droit dur, hein, que la loi. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que jusqu'ici, la manière dont a été pensé le droit qui encadre nos données personnelles est un droit très robuste. La loi informatique et liberté, elle a 40 ans et elle a fait l'objet d'un seul toilettage en 1995 au niveau européen avec une directive traduite en 2004 chez nous, donc ça a mis du temps. Et voilà, 40 ans, c'est quand même, ça montre bien le côté agnostique de cet outil, agnostique technologiquement, c'est-à-dire la capacité du droit à accompagner 40 ans d'évolution technologique. Et Dieu sait ce qui s'est passé des choses en matière d'innovation numérique, d'innovation technologique en 40 ans. Donc, en fait, tout l'esprit du RGPD, et évidemment le RGPD est inspiré de ce que la loi de 78 avait inspiré la première directive, hein, le droit français avait inspiré la première directive, et la première directive a inspiré le RGPD. Donc, il y a un continuum, hein, on retrouve des tas de choses de la loi informatique et liberté dans le RGPD. Tout est pensé pour être relativement agnostique d'un point de vue technologique. Et après, charge dans l'implémentation à adapter l'outil à la spécificité d'un secteur. C'est ce que fait en permanence la CNIL en élaborant du droit souple avec les acteurs. C'est-à-dire que souvent on voit la CNIL comme le gendarme qui est là pour punir, etc. Mais ce n'est qu'une toute petite partie de son activité. Il faut en avoir conscience. La partie gendarme, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, celle qui est la plus médiatisée. En réalité, le gros du travail de la CNIL, c'est l'accompagnement des acteurs dans la conformité, dans la mise en conformité avec le droit. Et cet accompagnement, ce n'est pas simplement du conseil, c'est aussi de la coélaboration de droits souples, par exemple ce qu'on appelle des packs de conformité, où la CNIL va réunir les acteurs d'un secteur. Récemment, elle l'a fait par exemple sur l'automobile connectée. Donc on réunit l'industrie automobile, enfin tous les acteurs qui interviennent, les assurances, etc., qui interviennent sur la chaîne de valeur de l'automobile connectée. On les assoit autour de la table et on discute avec eux pour construire ce pack qui va permettre de décliner la loi qui est très générique, la décliner par rapport aux spécificités d'un secteur et aider les acteurs à se mettre en conformité, non pas dans le désordre, chacun dans son coin en interprétant la loi à sa manière, mais de manière uniforme et de manière à ce que le droit ne soit pas un avantage concurrentiel, utilisé comme un avantage concurrentiel par l'un ou l'autre. Donc voilà, il ne faut pas voir seulement le règlement, il faut voir tout ce qui va autour. Donc moi, je ne pense pas qu'on ait du retard. Je pense, et on le voit tous les jours, qu'on a déjà dans notre
dans notre boîte à outils juridique, et on le voit aussi avec le scandale d'hier sur Facebook, hein, on a des outils, on a la boîte à outils. Mais il me semble que la question est plus presque culturelle, au sens où un certain nombre d'acteurs n'ont pas osé utiliser la boîte à outils, je pense aux juges, aux autorités de régulation de la concurrence, etc. Il y a eu une période de fascination par rapport au numérique, dont on sort aujourd'hui. C'est-à-dire que la période, grosso modo, 2015, il y a une espèce de fascination collective avec tous ces discours sur inflation de promesses qui fait que, par exemple, la Commission, pendant longtemps, n'est pas intervenue pour limiter le pouvoir publicitaire d'un Google dans le moteur de recherche. Voilà. La précédente commissaire avait essayé de négocier des choses, et puis c'est seulement cette commissaire-là qui tape du poing sur la table et qui dit maintenant ça suffit, maintenant on va encadrer, et qui utilise le droit de la concurrence qui est là. Voilà. Donc je ne dis pas que le droit est parfait, hein. Il y a encore des trous dans la raquette, si vous me passez l'expression. Mais on a quand même beaucoup de choses dans notre boîte à outils, et c'est plus maintenant aux acteurs publics, aux juges, aux autorités, d'arrêter d'être dans cette espèce de sidération face à l'innovation, où ah là là, attention, on ne va pas empêcher les acteurs d'innover. On se rend compte que les externalités négatives commencent à être tellement fortes, encore une fois, confère ce qui s'est passé hier avec Facebook, que maintenant ils osent dire ça suffit et on encadre, on régule, on limite. Il ne s'agit pas du tout de tuer l'innovation, ce n'est pas du tout l'intention, mais il s'agit de trouver ce chemin de crête qui permet de tenir les deux bouts, encourager l'innovation et tout en protégeant nos données et nos vies privées. Alors, sur la question que vous avez posée tous les deux, chacun de votre manière, sur la patrimonialisation, la monétisation comme réponse à cette question de la protection de nos données, qui va bien au-delà des données de santé, hein, on peut dire ça sur toutes les données personnelles. Il y a beaucoup de propagande sur le sujet en ce moment dans les médias, hein, avec un think tank qui s'épand sur le sujet. Je suis radicalement opposée à cette approche et je vais m'en expliquer dans un instant. J'ai fait une tribune dans Le Monde pour défendre le point de vue opposé. D'abord, il faut comprendre que c'est une vieille lubie, hein. C'est une idée complètement un petit peu, enfin voilà, un peu moisie, qu'on ressort régulièrement du placard en se disant ah j'ai trouvé la martingale, on va protéger. Aujourd'hui, nos données personnelles sont dans un régime qu'on appelle personnaliste, hein, c'est-à-dire qu'elles sont protégées non pas en convoquant le droit de la propriété, mais en convoquant nos libertés, quoi, dans un régime de protection de nos libertés. Et je pense qu'il faut absolument conserver cet ancrage. Pourquoi ? D'abord parce que l'approche patrimoniale, en fait, on retrouve ça régulièrement, hein. Dès qu'on a un problème, on va mettre sur le marché et tout va se résoudre, hein. On va marchandiser et la marchandisation va résoudre. Alors, d'abord, ça ne marche pas. Il y en a qui s'y sont essayés. Il y a 5-6 ans, on a vu fleurir des startups, que je me souvienne de leur nom. Je les ai un peu oubliés parce que... je suis désolée, le nom ne me revient pas, mais peu importe. On a vu fleurir les startups qui disaient aux individus, écoutez... donnez-nous vos données et on va les marchandiser pour vous. Donc ouvrez-nous votre compte Twitter, votre compte Facebook, etc. On ramasse tous vos comptes et puis nous, on va les commercialiser. Alors avec des promesses, au début c'était vous allez gagner $500 par an, et puis après, $100 par an, et puis voilà. Alors à l'arrivée, ceux qui s'y sont essayés, j'en ai autour de moi qui ont fait le test, allez, 10 centimes par an. Voilà. Donc, la motivation financière pour l'individu à passer par ce type de dispositif est nulle, évidemment, hein. Donc, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que d'abord, les startups qui avaient collecté nos données, elles veulent les revendre sur des marchés qui n'ont pas besoin de ces acteurs, puisque de toute façon, elles les captent autrement. Donc pourquoi elles iraient payer pour accéder à des données qu'elles peuvent récupérer d'une autre manière ? Bon, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ces données, leur valeur, elle vient de leur agrégation.
C'est-à-dire que ce n'est pas la micro-donnée individuelle qui est intéressante pour l'entreprise. Que vous voulez faire tourner de l'intelligence artificielle, ce n'est pas en allant chercher une par une la donnée des individus. C'est avec des masses de données. C'est pour ça que les acteurs de l'intelligence artificielle, ils travaillent avec les hôpitaux, avec les fournisseurs de solutions logicielles, etc., pour récupérer de la donnée en masse. C'est ça qui les intéresse. Donc, ça ne marche pas. Et 2, je pense que c'est extrêmement dangereux, parce que ça va, finalement, on nous ramène encore à une vision de l'individu comme un homo economicus, qui ne pense qu'à une incentive financière, alors qu'en réalité, notre rapport à la santé et à la donnée, il est pluriel. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement intimes que on ne peut pas simplement réfléchir en termes de monétisation. Pour tout l'or du monde, je n'ai pas envie de partager certaines informations avec n'importe qui. Voilà, encore une fois, pour tout l'or du monde, je n'ai pas envie que mon assureur ou mon employeur ou je ne sais qui encore puisse me discriminer au nom du fait que j'ai une faiblesse cardiaque et que je risque de déclencher une crise cardiaque dans les 3 ans qui viennent. Donc, c'est vraiment... je pense que c'est une non-réponse, quoi. C'est une non-réponse et qui est contre-productive. Et en plus, qui risque de générer de nouvelles inégalités. Parce que vous allez vous retrouver devant ce phénomène bien connu où les riches pourront protéger leurs données et, parce qu'ils n'auraient pas besoin, en imaginant que ça rapporte de l'argent, les riches, évidemment, ne sont pas à quelques euros près et donc n'auraient pas besoin de commercialiser leurs données, pendant que les pauvres commercialiseraient leurs données. Je pousse la métaphore un peu loin, mais c'est les Indiens qui vendent leurs reins, quoi. Voilà. Alors évidemment, toute chose égale par ailleurs, encore une fois, je ne dis pas que c'est aussi grave de mettre à disposition ces données que... Voilà. Donc il faut vraiment comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une coproduction de la donnée de santé, qui est le fruit d'une interaction entre un individu et un responsable de traitement, et qu'il faut plutôt réfléchir en termes de bouquet de droits d'usage. Qui a le droit de faire quoi sur la donnée, à quel moment de la vie de la donnée? C'est-à-dire qu'il y a un moment où la donnée est parfaitement identifiée, un moment où elle est pseudonymisée, un moment où elle est agrégée, au milieu de milliers d'autres données. Et donc évidemment, les droits du responsable de traitement et de l'individu vont varier selon les moments de la vie de la donnée. Et c'est cette pluralité de droits sur laquelle nous devons réfléchir, y compris pour l'avenir, en imaginant qu'on puisse aussi avoir des droits supplémentaires sur la vie de la donnée anonymisée. Le RGPD ouvre un nouveau droit aux individus qui consiste à obtenir non seulement l'existence de ces données dans un système qui les conserve, mais la portabilité. Est-ce que le DMP va respecter cette obligation dès sa première version ? Oui, je voudrais vous poser une question à propos de ce qu'on appelle aujourd'hui l'automédication, mais qui pourrait, grâce à ces données et à des applications qui sont peut-être encore à venir, aider l'individu à se passer, entre guillemets, du système officiel et à se soigner lui-même. Oui, bonjour. J'attends une réponse en 10 secondes, puisque vous êtes vraiment dans ce métier. Le glyphosate, c'est dangereux ou pas ? Gentiane Veil, Ginkgo Way. C'est pour savoir ce que tu penses d'un acteur comme Doctolib, qui est en train petit à petit d'avoir des données sur les rendez-vous, la médecine... et puis qui vient d'avoir un marché sur la PHP, également pour la prise de rendez-vous en hospitalisation publique. Donc, ils sont en train de faire le lien entre le privé et le public et un petit peu de doubler quelque part les données de sécurité sociale, j'ai l'impression. Merci. Bonjour, Antoine Bonneville du Néo. On a beaucoup parlé d'acteurs privés, des initiatives des acteurs privés, finalement pas mal de craintes, je pense justifiées dans un certain nombre de cas, mais assez peu des initiatives du secteur public. On parle justement du DMP, qui a mis des années et des années à sortir. Le futur DMP, pour moi, va s'annoncer déjà assez insatisfaisant. Je vais prendre un exemple qui date d'il y a quelques heures. Cette nuit, j'étais en uniforme vers du secours à victimes.
J'étais cette nuit en uniforme à faire du secours à victimes à titre personnel. Les patients arrivent, ils ont tous des ordonnances, des carnets de santé, tout ça c'est pas forcément très structuré. On prend des informations nous à ce moment-là. J'ai pris des glycémies, des tensions, des saturations, qu'on retransmet peut-être de façon pas forcément très structurée non plus aux médecins. Le DMP à ce niveau-là pourrait nous permettre d'avoir de l'information, mais j'ai appris que par exemple des choses toutes bêtes comme le groupe sanguin serait à la main du patient parce qu'il a aussi la possibilité de rentrer des données. Et avec le droit, effectivement, de corriger son dossier, il pourra mettre un groupe sanguin qui ne sera pas le sien. Donc le DMP, par exemple pour du secours où il y a des vies humaines qui pourraient être en jeu, ne servira pas à grand-chose. Pourquoi est-ce que finalement, on laisse, je reboucle sur la question au départ, des acteurs privés prendre un certain nombre d'initiatives et que les politiques publiques ne sont pas forcément plus punchy à ce niveau-là? Alors, sur la portabilité, effectivement, c'est un point absolument essentiel du règlement européen, l'article 20, qui prévoit qu'un individu, en plus, c'est un nouveau droit, hein, donc en plus du droit d'accès, du droit d'opposition et du droit d'effacement qui existe depuis 40 ans, l'individu puisse récupérer ces données, soit pour lui-même, soit pour les transférer à un autre acteur, soit pour demander qu'un acteur A les transfère à un acteur B. C'est un droit à plusieurs dimensions. L'intérêt de ce droit, il est multiple. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement. L'intérêt de ce droit est multiple. C'est que d'abord, il permet d'une certaine manière, il va rendre vraiment effectif le droit d'accès. Parce qu'aujourd'hui, plein d'entreprises, de responsables de traitement public ou privé d'ailleurs, appliquent de façon très approximative le droit d'accès. C'est-à-dire vous écrivez à votre, je sais pas, assurance, banque ou n'importe quoi en demandant un droit d'accès à vos données. Dans le meilleur des cas, on vous répond 3 mois plus tard avec un pauvre PDF tout pourri. Voilà. Donc, avec le droit à la portabilité, ça va obliger à créer un vrai droit d'accès à des données propres. Voilà. Vrai dashboard. Donc, ce droit à la portabilité, il permet, de savoir vraiment ce que les entreprises collectent sur vous, et surtout, il remet de la concurrence, en fait. Ça a un effet pas seulement sur la protection des données, mais aussi, il va permettre aux utilisateurs de migrer plus facilement d'un service A à un service B. Comme pour la téléphonie, le fait d'avoir votre numéro de téléphone portable, ça a permis de passer d'un opérateur à un autre beaucoup plus facilement. C'est la même idée. Donc il y a vraiment une intention dans le RGPD qui sort de la simple protection des données personnelles, mais qui a aussi une visée concurrentielle. Alors, dans le cas du DMP, l'horizon à terme, c'est effectivement la portabilité, puisque je vous disais que à terme, ce que dit la CNAM, mais je ne veux pas parler au nom de la CNAM TS, je ne suis vraiment pas la CNAM TS, les informations qui m'ont été données, c'est que pas tout de suite, mais à terme, les informations doivent pouvoir être récupérées par le patient et sorties. Donc c'est vraiment l'horizon. Le RGPD, c'est le 25 mai. Oui, mais alors, sur l'article, l'application du droit à la portabilité, soyons clairs, est très complexe. Et donc, et c'est vrai pour toutes les entreprises, mais notamment les entreprises, pour tous les responsables de traitement, encore une fois, publics ou privés, c'est vrai surtout pour ceux qui ont des bases de données historiques qui n'ont jamais été pensées pour cette portabilité. C'est-à-dire qu'elles ont été construites pour un usage purement interne, et donc les données ne sont pas forcément dans un format interopérable, elles peuvent être plus ou moins bien collectées, de qualité plus ou moins bonne, plus ou moins structurée, etc. Et donc, arriver à refaçonner une base de données historique, surtout quand on est un très grand responsable de traitement, pour qu'elle soit portable de façon sécurisée, avec une API qui va bien, etc., c'est quelque chose de très compliqué. Donc, dans le cas du DMP, très clairement, ça ne sera pas prêt ni le 25 mai, ni à l'automne, parce qu'ils vont commencer par des informations dont je dispose, c'est que ça va commencer par de la donnée non structurée, par du PDF, etc. Et puis la deuxième étape qui est travaillée en parallèle, c'est de la donnée structurée. Mais c'est vraiment l'horizon, voilà, pour répondre à votre question. Alors, je rebondis sur la dernière parce qu'elle est liée sur la dernière question. La source de la donnée sera clairement identifiée, pour autant que je l'ai compris. Donc, l'urgentiste qui ouvre un DMP
saura si la source d'information provient d'un laboratoire d'analyse biologique ou du patient. Donc évidemment, la fiabilité de la donnée sera certifiée par sa source. Normalement, un groupe sanguin, voilà, le patient n'invente pas et il n'a aucun intérêt. Il faut réfléchir aussi en termes d'usage. Le patient n'a aucun intérêt à tricher sur son groupe sanguin. Ça n'a juste aucun sens. Donc, bien sûr qu'il y a toujours quelques farfelus qui pourraient changer leur groupe sanguin. Il faut savoir que dans le DMP, seul le généraliste peut voir tout ce qu'il y a dans le DMP. Les autres médecins doivent avoir l'accord du patient, sauf en cas d'urgence extrême. Évidemment, le patient est dans un accident de voiture, on ne lui demande pas son consentement pour accéder à son dossier médical partagé. Mais sinon, dans tous les autres cas, c'est lui qui décide de l'accès ou non, parce que voilà, on n'a pas forcément envie qu'un dermato ait accès à nos données gynéco, ou etc. Il y a quand même une... Mais l'essentiel des données, il va venir du corps médical et des laboratoires, des laboratoires de biologie, etc. Donc, pour moi, c'est pas le souci principal. Mais j'irai chercher cette information sur le groupe sanguin, ça m'étonne ce que vous dites. Je vais me renseigner. Alors, sur le glyphosate, oui, je pense que c'est très dangereux. Mais... Non, je rajoute juste une chose. Typiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est le genre d'études qu'on doit pouvoir mener, quoi, à grande échelle. L'intérêt des grandes bases de données, c'est de pouvoir aller valider ça, quoi. Voilà. Bon. Sur l'automédication, moi, je pense qu'on est... l'automédication, elle a toujours un petit peu existé, hein, donc c'est pas un phénomène nouveau. Je suis mal placée pour en parler, mais je pense qu'on va aller vers une forme de reconfiguration du rôle patient-médecin. Je le disais tout à l'heure, hein. Il y a un rééquilibrage qui va se faire. C'est-à-dire que, pour partie, le médecin va se sentir un peu dépossédé de certaines choses. Il y a des grosses craintes du corps médical, hein, qui se dit « Oh là là, toutes ces applications qui arrivent, qui me désintermédient, en quelque sorte. Voilà, je perds ma centralité dans le monde de la santé et dans le rapport au patient. » Mais je pense que dans cette reconfiguration, il a aussi à y gagner. Parce que et certains médecins, d'ailleurs, jouent le jeu. Ils réclament aux patients, les patients arrivent en disant « Ah ben, j'ai mesuré mon sommeil sur les 4 derniers mois. » Il y a des médecins qui vont dire bon, « Ça ne m'intéresse pas » et d'autres qui disent « Donnez-moi, ça m'intéresse ». On voit plein de médecins qui commencent à s'emparer de ces nouvelles sources d'information parce que pour eux, c'est plutôt le médecin augmenté et non pas le médecin diminué. Donc voilà, sur l'automédication, je n'ai pas d'avis très tranché. Je pense que c'est un phénomène qui existait déjà, qui continuera, plus ou moins outillé, hein, avec des applis plus ou moins solides, plus ou moins intelligentes, qui vont apporter des informations supplémentaires aux patients. Moi, je dirais qu'à un moment, on finit toujours par se retourner vers le médecin. On a besoin de cette validation. Le savoir savant, le savoir légitime, il reste incontournable. Donc c'est plus une reconfiguration qu'une explosion de l'automédication que je sens se profiler. Mais c'est pour le coup purement intuitif, non étayé, non scientifique, ce que je vous dis. Sur le Doctolib. Alors Doctolib, effectivement, c'est typiquement un acteur qui grossit, qui s'installe dans la chaîne de valeur et qui est un acteur privé. C'est... et y compris qui joue un rôle, comme tu l'as souligné, par rapport à des acteurs publics comme la PHP. On voit bien qu'à un moment, les acteurs publics, surtout des acteurs publics, gros acteurs publics, enfin, je veux dire, la PHP, 39 établissements, voilà, c'est quand même, c'est pas un petit hôpital de campagne, quoi, hein, voilà. Les hôpitaux de campagne, ils ferment malheureusement, ça c'est une autre problématique. Il y a un moment où ces institutions ne peuvent pas tout faire de l'intérieur. Et donc finalement, le fait de s'appuyer sur des services de type Doctolib ou autre, c'est un raccourci pour aller plus vite vers l'innovation, vers la réponse à un besoin des patients, etc. J'ai envie de faire une analogie avec ce qu'on a vu du côté des collectivités territoriales ou des acteurs de l'État et de l'open data. Hein, quand... depuis 2010, les acteurs publics, État, collectivités territoriales, se sont mis à ouvrir leurs données, les données de collecte d'ordures ménagères, d'impôts, etc., avec cette idée que justement des acteurs extérieurs
puisse se servir, s'appuyer sur cette open data, sur ces données ouvertes, pour inventer des services qui sont un peu des services publics ou parapublics, qui sont de la prolongation de services publics. Parce qu'elles ont une agilité que structurellement des grandes organisations n'ont pas. Quand je dis des grandes organisations, publiques ou privées, là j'ai une entreprise comme Orange avec 180 000 personnes à l'échelle du monde, c'est plus difficile pour elle d'être agile dans l'innovation. Elle le fait, elle met beaucoup d'énergie et d'argent dans son innovation, mais c'est structurellement plus compliqué que pour une petite start-up. C'est normal, ça c'est vraiment... voilà, on ne peut pas critiquer les grands... Donc le fait que l'AP-HP s'appuie sur une entreprise tierce, une start-up, pour un service, je dirais, périphérique de son cœur de métier, c'est une manière d'aller plus vite dans la réponse aux besoins des patients. Après, la vraie question, c'est jusqu'à quel point ce sont des services périphériques ou des services cœurs. Voilà. C'est là en fait, toute l'ambiguïté. Tant que ce sont des services à la marge, je pense qu'il n'y a pas de problème. Au contraire, il y a tout à gagner en rapidité, en agilité, en simplicité. Si on se rapproche du cœur de métier, c'est beaucoup plus complexe. Quand je vois que des acteurs type Google, Amazon, et IBM et compagnie sont au cœur de l'intelligence artificielle et ce sont eux qui proposent les data lakes, etc., là on touche à des choses beaucoup plus stratégiques. Beaucoup plus stratégiques et qui posent beaucoup plus de questions. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous.